retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, dans les locaux de TV5 Monde. Nous sommes à la 11e heure de direct et nous nous dirigeons en Algarve, à Faro, qui se situe au Portugal. C'est un pays qui a le vent en poupe depuis ces dernières années du côté des Français. Il s'y installe en masse, et notamment justement à Faro, qui est le chef-lieu de l'Algarve. Avec moi pour en discuter, Carlos Viñas Pereira, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Fidelidad et vous êtes également président de la CCIFP. Tout à fait. Avec moi, Frédéric Ibanez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Alfatrad. Oui. Cécile Gonçalves, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Maison au Portugal, une agence immobilière. Et monsieur Bruno da Costa, vous êtes le président de AMG Group. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Avant de démarrer ensemble cette émission, je rappelle aux internautes qu'ils peuvent réagir et déposer leurs questions en direct sur le site des 24 heures chrono de l'International ou encore nous adresser une vidéo. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag 24H chrono. On va commencer cette émission avec une note joyeuse avec vous, Carlos, car je vais vous laisser remettre le trophée Mondissimo Fidelidad Entreprise internationale France-Portugal 2018 à Bruno da Costa, le président d'AMG Group. Tout à fait. Fidelidad a décidé d'attribuer ce prix à AMG Group, donc France et Portugal, justement pour cette bilatéralité et ce parcours réussi, donc, qui était déjà réussi en France et qui aujourd'hui a également le vent en poupe au Portugal. Donc je vous donne ce trophée qui représente effectivement cette réussite entre la France et le Portugal. Merci beaucoup. C'est mérité. C'est un vrai plaisir de recevoir ce trophée, effectivement. Alors, en mon nom et en nom de l'ensemble de nos collaborateurs, je tiens à remercier effectivement pour ce trophée. Pour faire la liaison un petit peu avec notre groupe, donc notre groupe a aujourd'hui 22 ans d'existence, créé en France en 1996. Plusieurs activités, la partie propreté, donc nettoyage industriel, nettoyage de bâtiments, donc dans des secteurs divers et variés. On peut parler des centres commerciaux, on peut parler de villes, nettoyage de villes, de bâtiments communaux dans les villes, tertiaires, luxe, centres culturels. Donc ça sur la partie propreté, une partie sécurité qui s'est ajoutée au groupe en 1999. Donc la sécurité donc, sur la partie sûreté, sur la partie incendie, également sur ces clients-là. Donc on profite des clients du groupe pour diversifier nos activités. Et la troisième activité qui se rejoint à nous il y a à peu près 2 ans, c'est la partie maintenance de bâtiments, donc également sur les mêmes clients. Et pour faire un petit peu la liaison avec le Portugal, donc nous avons fait l'acquisition d'une société au Portugal en 2016 qui s'appelait EARA, donc aujourd'hui qui s'appelle AMG Service, pour prendre le nom du groupe. Sur la partie nettoyage, donc sur quasiment tout le territoire au Portugal. Cette société que nous avons acquérie il y a à peu près donc 2 ans, 3 mois, avait à l'époque aux alentours de 500-600 salariés et au bout de 2 ans, nous avons aujourd'hui dépassé les 1200 avec des clients principalement de grands groupes, mais également divers et variés sur tout le Portugal. À l'image du dynamisme qu'il existe en ce moment. Vous allez vous implanter à Faro, il me semble, l'année prochaine, dans le courant de l'année ? Tout à fait. Alors, on accompagne plusieurs groupes, alors des groupes français, des groupes internationaux, sur quasiment tout le territoire portugais. Et ces groupes nous demandent effectivement d'aller sur l'Algarve et les îles également. Donc, dans un premier temps, on est en train de préparer en fait stratégiquement comment s'implanter sur l'Algarve. C'est une décision qui a été prise, qui démarrera en fait. On démarrera sur cette activité à l'Algarve au 2 janvier 2019. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Félicitations. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour parler de la présence française au Portugal.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international consacré à Faro et au Portugal. Et nous allons tout de suite faire le bilan de la présence française. Carlos Viñas Pereira, quelle est-elle ? Alors, elle est de plus en plus importante. Effectivement, elle a commencé avant même les avantages fiscaux qu'aujourd'hui beaucoup de gens connaissent. Et aujourd'hui, on est... alors après, il y a des chiffres qui vont être très variés, puisqu'il y a le statut de résident non habituel, et aussi les gens qui s'y installent sans bénéficier du statut fiscal. Il y en a de plus en plus, puisque en dehors de la fiscalité, il y a tous les autres atouts dont on parlera, je pense, au cours de l'émission. Et pour ce qui est justement des avantages fiscaux, est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot ? Très rapidement, pour que tout le monde saisisse, un retraité du régime privé, on exclut donc toute la partie fonctionnaire, Oui. pourra bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu pendant 10 ans. C'est ce qui est aujourd'hui en vigueur. Ça, ce sont pour la partie retraitée. C'est ce qu'on connaît un peu plus, qui est beaucoup plus, on va dire, répandu. Maintenant, il y a aussi la partie ce qu'on appelle des professions à haute valeur ajoutée qui s'y installent. Je parle des architectes, je parle d'avocats d'affaires, de designers célèbres, etc., qui s'y installent et qui vont plafonner leur impôt à 20%. Quand on parle également du domaine artistique, qui a défrayé un peu la chronique ces derniers temps, quand on vit de la SACEM ou quand on vit de concerts qui sont faits à l'étranger, le fait d'être au Portugal permet de défiscaliser, puisqu'on va plafonner son impôt à 20%, voire être exonéré avec des montages légaux, fiscaux. Oui, vous pensez aux chanteurs français. Aux chanteurs français, effectivement, dont on n'a pas besoin de citer de nom, mais que tout le monde connaît. Voilà. Donc voilà pour ces avantages. Je passerai sur le fait de l'exonération. Donc il n'y a pas d'ISF, il n'y a pas d'impôt sur les successions. Ouais. Et justement, l'impôt sur les successions, c'est quelque chose de très important. Mais bien évidemment, ce sont les bénéficiaires qui vont payer cet impôt. Si les bénéficiaires sont en France, ils continueront quand même à payer cet impôt. Sauf si toute la famille se réunit au Portugal. Dans ce cas-là, il y aura une neutralité au niveau de l'impôt. Et les autres profils, en Algarve par exemple, quel profil de Français est-ce qu'on peut retrouver ? Profil, d'abord les retraités. Effectivement, ils ont trouvé un endroit, entre guillemets, idyllique, puisque le gouvernement, on va dire, régional ou touristique, garantit 300 jours de soleil par an. Vous avez en moyenne, en hiver, 15 degrés de température, et en été, vous avez un climat qui est quand même tempéré du fait de la présence de la mer, de l'océan. Donc aujourd'hui, on a des Français qui vont tout simplement passer leur retraite tranquillement au Portugal en achetant un bien immobilier à un prix également très intéressant. Vous avez également des investisseurs qui sont des investisseurs au niveau du tourisme. Il faut savoir que le Portugal a besoin structurellement d'à peu près 70 à 80 hôtels de plus par an pour justement pouvoir contempler cet afflux de touristes, de Français notamment et d'autres, qui arrivent tous les ans. Donc ce sont des investisseurs dans ce domaine-là. Et ensuite, vous avez toute la partie également des start-up, de création d'entreprises, la gastronomie, des restaurants français qui affluent également. Parce que tout simplement, il y a quelque chose de très logique. S'il y a des Français, et il y en a de plus en plus, vous avez tout ce qui va découler. Donc la gastronomie, les Français souhaitent avoir également des boulangeries françaises, souhaitent avoir de la pâtisserie française, mélanger la française, la portugaise, et un secteur très important, la partie médicale. Il y a de plus en plus de demandes de médecins français qui s'installent, donc qui sont à la retraite, entre guillemets, qui ont leur droit à la retraite, qui vont au Portugal s'installer et qui, grosso modo, font un mi-temps en travaillant justement auprès de cette communauté française, et l'autre partie qui profite de la vie et du soleil. Frédéric, vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait d'accord, Plus des retraités, mais aussi des actifs ? Alors, il y a effectivement une grande majorité sont des retraités. Je dis toujours en rigolant, c'est une grande maison de retraite, l'Algarve. Mais il y a quand même pas mal d'actifs. Moi, j'ai vu un certain nombre de Français investir principalement dans la restauration. À Albufeira, il y a une boulangerie française. Il y en a une qui vient d'ouvrir à Almancil. Il y en a d'autres que je ne connais pas dans d'autres villes. Des restaurants français, il y en a un splendide à Vilamora, qui a été ouvert par des Français, qui est vraiment d'un très haut niveau et de bonne qualité. Et on trouve, pour ainsi dire, tous les produits français, toujours par un Français qui a ouvert dans sa spécialité un magasin ou un point de vente. Alors, à part ça, il y a très peu de familles.
très très peu de familles à cause de la scolarisation des enfants. Alors ça, on y reviendra Voilà. à la fin de l'émission. Ouais, oui. Il y a aussi un phénomène, Bruno, vous en êtes l'exemple type, beaucoup de luso-descendants qui reviennent dans le pays où sont nés leurs parents. Tout à fait. Vous, Tout à fait. ça a été un choix, c'est un choix culturel? Alors, ça a été stratégique, professionnel dans un premier temps, mais effectivement, je le vois tout autour de moi, des luso-descendants qui repartent au Portugal, enfin qui partent au Portugal, de plus en plus jeunes d'ailleurs, ça on le sent, et qui montent des affaires dans tout le Portugal, l'Algarve est compris, et qui recherchent vraiment une qualité de vie qui devient un petit peu plus compliqué en région parisienne. Donc ça se ressent vraiment, oui, tout à fait. C'est un grand changement de vie. Et aujourd'hui, effectivement, par exemple, à la Chambre de commerce, nous faisons tous les mois des formations pour créer des entreprises au Portugal. Et on a une moitié on va dire, de Français, une autre moitié de luso-descendants qui veulent changer de vie, comme disait Bruno, parce qu'ils aspirent à autre chose, ils sont jeunes, donc ils peuvent prendre des risques, et aujourd'hui ils choisissent le Portugal, Et naturellement. aux sources. Voilà, ils reviennent aux sources et ils dominent la langue. Puis il y a un retour économique aussi beaucoup plus important. Enfin, je veux dire, on est dans une dynamique économique au Portugal ces 2 dernières années qui permettent cet afflux. Et effectivement, Carlos parlait des nouveaux marchés français. Effectivement, on a beaucoup de l'uso, on a beaucoup de demandes, même nous par exemple, au sein de notre groupe, de demandes de l'uso français qui sachent parfaitement parler le français, parfaitement parler le portugais et qui comprennent les 2 cultures, par exemple. Alors, justement, il y a évidemment des luso-descendants. Il y a aussi beaucoup de touristes français au Portugal qui viennent se reposer, prendre le soleil. On va regarder une vidéo de Desiderio Silva, qui est le président de l'Office du tourisme en Algarve, sur le sujet. O Algarve tem grande apreço pelo mercado francês, nomeadamente através do turismo residencial, no turismo de lazer, e cada vez mais esse potencial é enorme. Em 2017 tivemos quase 1 milhão de dormidas de franceses no Algarve, o que representou um crescimento em relação a 2016 cerca de 16%, e isto vem no fundo também dar-nos aqui uma ideia de que é preciso diversificar a região, criar também um turismo para toda a gente, e neste contexto o mercado francês também permite que no âmbito das residências adquiridas possam vir mais vezes por ano ao Algarve, e para nós é o 5º mercado neste momento, ou seja, uma valorização total da região através de todos aqueles que de França escolheram o Algarve para férias ou para a sua residência. Donc une augmentation de 16% des nuitées en Algarve par rapport à 2016. Est-ce que vous pensez, Frédéric, que cette tendance à l'augmentation, cette Portugal mania un petit peu, va continuer sur ce fil? Oui, à mon avis, oui, parce que je rencontre souvent des Français, et beaucoup de Français qui allaient dans le Maghreb souhaitent maintenant plutôt aller au Portugal, parce qu'ils s'y sentent plus, ils se sentent en Europe. Les vols sont faciles depuis Faro, même depuis le Portugal en général, et on est en euros et on est dans un pays en Europe. Et ça, je crois que ça joue énormément, même pour les gens qui viennent y résider. D'ailleurs, il y a énormément, j'ai rencontré un certain nombre de Français qui vivaient avant. Ce ne sont pas des touristes, ce sont des résidents qui vivaient au Maroc principalement, qui sont venus s'installer au Portugal. Est-ce qu'il y a des difficultés quand on crée une entreprise au Portugal? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières auxquelles on doit faire face? Alors, la particularité du Portugal, depuis pas mal de temps, c'est qu'on a la possibilité et la faculté de créer une entreprise en 1 heure. C'était d'ailleurs le slogan du gouvernement à l'époque. Et c'était vrai, on peut créer tout se fait par voie informatique, par voie Internet. Aujourd'hui, les services, on peut faire une pièce d'identité en 1 jour. Ça ferait rêver, je pense, tous ceux qui sont en train de nous écouter. Parce qu'en 1 journée, vous pouvez avoir un passeport ou une pièce d'identité. Pourquoi? Parce que tout est informatisé. Et y compris pour les entreprises, il y a de plus en plus de services. Et donc, vous pouvez créer une entreprise très rapidement. Nous conseillons quand même, bien évidemment, de s'entourer d'un avocat ou d'un fiscaliste pour des raisons évidentes de sécurité. Les lois sont différentes. Et pour être complètement informé, les prix sont tout à fait abordables. Et donc, à partir de là, un Français, un investisseur français n'a aucune difficulté pour avoir son entreprise créée, toute la partie informative qui va avec, et de pouvoir commencer à travailler.
tout simplement. Quand on s'implante, on achète ou loue un bien immobilier. Cécile, quel est le marché à l'heure actuelle en termes d'achat ? Alors, en termes d'achat, en fait, le marché est très dynamique. On est sur des prix, des augmentations de prix positives depuis fin 2013. Et donc, je pense que dans certaines régions, on a atteint l'effet rattrapage qu'on avait connu, des descentes qu'on avait connues pendant la crise au Portugal. C'est une embellie sur l'ensemble du Portugal. Ça concerne évidemment les gens qui s'installent au Portugal et qui investissent, mais aussi également en grande majorité les Portugais qui reviennent dans l'achat alors qu'ils étaient plus prudents ces dernières années. Vous avez des exemples de prix concrètement Oui, mais écoutez, nous par exemple, quand on parle de Faro, on a des programmes neufs. Donc actuellement, on a des 2 pièces de 50 mètres carrés avec des terrasses et des barbecues. Pour faire rêver. Et dans des résidences avec des piscines sur le toit qui commencent à partir de 110 000 euros. Et des 3 pièces à 200, 250 000 euros. Dans Albufeira, on a des maisons avec des piscines sur le toit également et un jardin privé à partir de 420 000 euros. Donc effectivement des prix très accessibles par rapport à la qualité offerte et dans des stations balnéaires qui sont de choix en fait. Les gens achètent plutôt en résidence secondaire ou en résidence principale ? Alors on a un mix, je dirais qu'actuellement on a quand même beaucoup de gens qui s'installent et donc qui cherchent vraiment des résidences principales. D'ailleurs, nous, nos programmes sont tous, et ça c'est important de le signaler dans l'Algarve, conçus pour la résidence principale. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez pas froid en hiver. Enfin, ce ne sont pas des maisons de plage. Hein, donc, et ça, oui, c'est important. Où il n'y a pas le chauffage. Voilà. Et effectivement, c'est pas quelque chose. C'est pas des appartements qui ont été conçus pour le mois de juillet, août et septembre. Donc, après, on a aussi beaucoup de gens qui recherchent pour la résidence secondaire. Hein. Aujourd'hui, on est à 2h30, 3 heures de Paris. Donc en fait, les gens voient un petit peu le Portugal comme une ville une province, on va dire, de la France. Hein. Donc c'est facile de faire, surtout avec les RTT qu'on a encore en France, c'est facile de faire 3 jours et de passer un merveilleux week-end à Lisbonne ou ailleurs. Donc, voilà. Et il faut préciser parce que par contre en Algarve, à Faro, on achète plus qu'on ne loue. Oui, alors en fait, au Portugal et en Algarve en particulier, vous êtes dans une région touristique. Donc les propriétaires préfèrent louer en saisonnier puisqu'ils ont le même revenu alors qu'ils ne louent que on va dire, mai jusqu'à septembre. Ils obtiennent les mêmes revenus. Donc il y a cette concurrence de location par rapport à la location traditionnelle. C'est assez difficile de trouver de la location, surtout dans les critères des Français, c'est-à-dire quelque chose de confortable, avec des chambres pour accueillir les petits-enfants ou les amis, avec une terrasse, etc. Donc c'est vrai que une piscine, voilà. Donc c'est vrai que bien souvent, et puis bon, comme on est aussi sur des progressions de prix assez intéressantes, c'est assez intéressant d'investir actuellement, d'acheter plutôt que de louer. Donc nos clients ont plus cette optique-là. D'accord. Oui, on va mentionner le salon de l'immobilier et du tourisme qui aura lieu du 18 au 20 mai à la porte de Versailles, d'ailleurs. Tout à fait, ce sera la 7e édition. Et donc, tout est parti de là, en fin de compte, quand on a créé le premier salon en 2012, sans les avantages fiscaux qui sont arrivés en 2013, je rappelle. Et on a eu l'impression que les Français découvraient le Portugal à ce moment-là. Ils parlaient toujours de l'Espagne, l'Italie, mais le Portugal, c'était sur le coin, c'était un peu sur la côte atlantique, et il fallait traverser l'Espagne. Et donc, depuis, le succès a été véritablement... tous les ans, nous avons eu des progressions exponentielles. Aujourd'hui, il y a plus de 17 000 Français qui se déplacent sur ces 3 jours-là. Et on a une offre complète. En fin de compte, l'idée, c'était de venir... d'amener l'offre portugaise, qu'elle soit touristique ou qu'elle soit immobilière, aux Français directement, pour pas qu'ils aient à se déplacer. Mais ça a contribué quand même au tourisme parce que les gens veulent d'abord aller dans le pays, voir comment se passe, comment on y vit, avant de franchir le pas et d'y habiter complètement. D'ailleurs, les Français ne sont pas trompés. Ils sont aujourd'hui devenus les premiers acheteurs étrangers, avant toute nationalité, et ils ont fait d'excellentes affaires, puisque tous ceux qui ont acheté en 2012 ont très bien acheté. Ont très bien acheté, et aujourd'hui ont des plus-values potentielles très importantes. Oui. Donc tout ce qu'on leur a dit, le conseil qu'on leur a donné d'acheter,
Ils l'ont fait et aujourd'hui, ils ne regrettent pas, même pour de l'investissement, comme tu disais, les gens achètent des résidences secondaires, les louent et rien que ça, rentabilisent, pratiquement payent le crédit qu'ils ont pris à ce moment-là. On a aussi le phénomène d'amoureux qui ont découvert le Portugal, comme disait Carlos. En fait, les Français ne connaissaient pas le Portugal jusqu'à il y a ces 3-4 dernières années. Le Guide du Routard et le Petit Futé, les éditions les plus vendues l'année dernière étaient le Portugal. Cette année, je crois en 2016 c'était le cas, en 2017 ça a été le cas également. Il y a cet engouement, cette découverte, on va dire, de la destination du pays qui conquit en fait, parce qu'une fois que vous avez mis un pied sur le Portugal, vous ne voulez pas aller ailleurs. Le quitter. Justement, vous parliez de conseils, que vous avez donnés. On va écouter Alexandre qui nous parle dans une vidéo qui a été réalisée par William et qui nous donne des conseils sur l'investissement, sur les procédures à suivre. Il faut faire comme partout ailleurs attention, s'entourer d'entreprises agréées, des entreprises qui soient sur le marché et qu'on puisse vérifier que réellement ont des références, s'entourer d'un bon avocat, s'entourer au niveau d'achat ou de vente ou de prospection d'un bon agent d'immobilier qui soit sur le terrain et qui ait l'expérience. Donc il y a des nombreux conseils, on en a cité quand même plusieurs, s'entourer d'un bon avocat, s'entourer d'un fiscaliste, d'un bon agent immobilier aussi pour ce qui est de l'acquisition de biens. Pour une expatriation réussie, quels sont les autres conseils? Frédéric, qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Bien, il faut d'abord, déjà, il y a un gros problème sur le plan linguistique. Ceux qui sont doués pour les langues étrangères et qui arrivent à maîtriser le portugais, ça facilite nettement les choses, parce qu'au jour d'aujourd'hui, en Algarve, on s'adresse d'abord en anglais, et après en portugais. Mais de moins en moins de gens parlent le français. Ça, c'est clair, c'est une évidence. Donc déjà, là, parce que aller aux impôts s'inscrire, parce que quand on arrive au Portugal, il faut aller demander son numéro de contribuable, aller à l'équivalent de l'EDF pour demander l'ouverture de son compteur électrique, aller demander sa connexion Internet, ça ne se fait qu'en portugais. Est-ce qu'il y a justement, vous avez une entreprise de traduction, est-ce que vous pouvez fournir ces services-là, ou sont plutôt des documents juridiques? Non, parce que non, on n'est pas des spécialistes du juridique. On peut assister des gens sur le plan linguistique, mais c'est pas vraiment notre vocation. Notre vocation, je le fais de temps en temps pour des amis, à titre personnel, mais ce n'est pas notre vocation parce que ce sont des prix de mise à disposition de personnel qui ne sont pas à la portée d'un particulier. D'accord. Il y a des prestataires. Enfin, nous-mêmes, par exemple, dans les agences, à Maison Portugal, on aide nos clients et donc en fait, on les accompagne, les services généraux, etc. On leur fait l'ouverture. Donc, je veux dire. Grosso modo, une chose que je remarque, parce que j'ai vécu dans d'autres pays, c'est que les Portugais essayent toujours d'aider. Donc peut-être qu'ils ne comprennent pas totalement le français, mais ils vont quand même essayer, tendre l'oreille, parce que si jamais vous n'avez pas le bon accent, ils vont quand même essayer de vous comprendre et ils essaieront de vous parler et de vous aider. Et ça, c'est très important pour se sentir bien. Les premiers mois, on conseille toujours, évidemment, de prendre des cours de portugais. Mais en fait, finalement, nos clients nous disent qu'ils se sentent bien en Algarve. Enfin, je ne connais pas d'expatriation ratée. Je connais un cas d'une personne qui est revenue pour des raisons familiales. Mais franchement, ça fait partie en tout cas des différences. C'est facile. Ils sont heureux. Oui. Ils sont heureux, oui. Je voulais juste rajouter qu'aujourd'hui, il y a des services annexes qui se sont créés, évidemment, avec cet afflux de Français. Il y a des services de conciergerie, créés même par des Français, c'est-à-dire qu'ils ont bien pris conscience de ça, et donc du coup, ils ont créé des sociétés qui vont les aider pour les inscriptions, tout ce qui est nécessaire de faire au niveau administratif. Et aujourd'hui, moi, le conseil que je donne, un conseil très simple à tous ces gens qui vont ou s'expatrier ou qui sont déjà sur place, quand vous voulez vous adresser en français à quelqu'un, il suffit de remarquer ou il suffit de voir s'il a plus de 45 ans, il parlera français. S'il a moins de 45 ans, il parlera anglais. Parce que le français était la langue vivante 1 pour les gens de plus de 45 ans. Tout à fait. Et maintenant, c'est l'anglais. Je vous remercie. On va faire une pause et on se retrouve tout de suite après pour aborder la couverture santé.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international consacré à Faro. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag 24HChronoTV. On va parler maintenant de la couverture santé au Portugal. Et Carlos, vous, au sein de votre agence Fidelidad, vous avez mis en place une nouvelle solution en fait, pour être couvert. Est-ce que vous pouvez nous en... Tout à fait. En fin de compte, c'était la question qui revenait le plus souvent lors des conférences qu'on faisait au niveau des salons. Et automatiquement, c'était « mais comment je fais pour ma couverture santé ? J'ai la sécurité sociale, je voudrais la conserver, mais je voudrais être quand même bien couvert parce que j'ai un certain âge, j'ai des soins à suivre, etc. » Et donc, on a créé de toutes pièces un contrat qui s'appelle Multisanté, qui est bilatéral France-Portugal, qui permet donc à tous ceux qui veulent garder effectivement le régime de la sécurité sociale, et ils sont bien évidemment obligés aussi d'avoir en tant que résident non habituel, d'avoir le régime de la sécurité sociale portugaise. Au Portugal, vous avez deux régimes, vous avez le public et le privé. Donc le public, on va dire, c'est tout ce qui concerne la proximité, les petits bobos. Après, si vous voulez faire des examens plus approfondis, vous pouvez avoir un problème de délai. Si vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Si vous voulez les choses un petit peu plus rapidement, vous avez un système privé qui fonctionne très très bien. Et nous, par exemple, Fidelidad, nous avons 18 hôpitaux, nous avons plus de 2000 référencements de médecins. Et j'ai pris le soin de regarder. Beaucoup de médecins parlent le français, énormément de médecins, j'étais moi-même surpris, parlent le français, donc vont pouvoir s'occuper de tous ces gens-là. Et à partir de là, vous avez ces patients vont dans ce système de référencement, et nous, avec ce produit, ils seront remboursés comme une mutuelle tout à fait classique, aussi bien pour leurs soins au Portugal que leurs soins en France. C'est-à-dire que si vous voulez voir votre cardiologue préféré qui vous suit depuis tout le temps, vous pouvez venir en France, avoir ses soins, faire des examens et être remboursé. Idem pour le Portugal. Et donc ça facilite beaucoup les choses au niveau, et ça rassure beaucoup. Il y avait une nébuleuse sur mais comment est le système de soins portugais. Le Portugal est dans les rankings, est très bien placé au niveau des soins, les hôpitaux très très modernes, et donc on a réussi quand même à les rassurer sur ce point-là, en leur montrant justement tous les soins qui pouvaient être à leur disposition, et surtout le côté moderne auquel ils ne s'attendaient pas. Ce qui est pratique aussi quand vous faites la navette, justement, vous avez un pied au Portugal et un pied à France. Une fois, rien n'interdit de revenir voir ses petits-enfants. C'est votre cas, vous êtes dans les deux pays. Tout à fait. Vous avez une activité. Tout à Très fait. bien. Merci. Pour ce qui est de la qualité de vie, il y a aussi bien d'autres atouts du Portugal. Justement, on va regarder la vidéo de Patricia, qui a été réalisée également par William, sur justement le sujet de la qualité de vie en Algarve. Nous avons le climat, bien sûr, qui est magnifique. Ici, il ne pleut pas beaucoup. Nous avons un soleil magnifique, des plages magnifiques, des endroits, on roule à 5 minutes de la plage, on se retrouve dans un paysage de campagne. La gentillesse des Portugais, je dirais que ça fait penser un petit peu à la France d'il y a 40 ans, ce côté des relations humaines, du retour aux valeurs. Les gens sont sympathiques, toujours prêts à vous aider, on demande sa route, presque ils vous y emmènent. Alors un pays idyllique, si on en croit Patricia, le soleil, la gentillesse des Portugais. Cécile, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Est-ce que tous vous êtes d'accord ? Effectivement, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de nos clients. C'est un peu la France des années 50 et il n'y a pas d'agressivité, les gens sont polis et respectueux des autres. Et ça, c'est vrai, les Portugais sont très respectueux et c'est vraiment un plaisir d'y vivre. Donc, après, il peut y avoir quelques chocs culturels, ça c'est évident. Du type ? Du type, par exemple, effectivement, les Portugais sont très respectueux. Il faut faire la queue et pas doubler comme on a parfois l'habitude dans les transports en commun. Donc voilà, on ne le fait pas. Que des choses très bien finalement. Voilà, exactement. Que des choses très bien. Il faut savoir aussi prendre le temps, spécialement dans l'Algarve, de vivre. Parce qu'en fait, si on est trop pressé, parce qu'on est trop parisien, en fait, il faut réapprendre à s'approprier le temps d'une manière
et un peu être dans la slow attitude, quand même, il faut le dire. Voilà, mais finalement, c'est ce à quoi souvent les gens aspirent. Donc c'est une bonne chose de pouvoir prendre de temps. Et les Portugais savent le prendre, spécialement dans la Ça se ressent justement ce rythme différent, Bruno, vous le ressentez? Ça se ressent. Alors, les Portugais, de façon générale, sont très familles, effectivement, sur le côté respect, etc. Après, ce qu'on peut effectivement aussi parler sur le Portugal, c'est qu'effectivement, on se sent en sécurité, on a le soleil, une bonne qualité de vie, mais surtout, on peut consommer. Et ça, c'est important, je pense, de le dire, parce qu'on parle aujourd'hui au Portugal de centres commerciaux qui sont ouverts jusqu'à 11h du soir, minuit, les gens sortent en famille, 7 jours sur 7. Donc, on voit les gens sortir, profiter, aller dîner en famille. Justement, on sort dîner, c'est pour ça aussi que les restaurants sont un peu chers. Frédéric, vous le voyez aussi? Ah oui, tout à fait. Même, quotidien. je disais, des fois le dimanche, on a des difficultés à trouver des tables de restaurants parce que les familles de Portugais remplissent les restaurants. Effectivement. Et puis, pour nous, les Français aussi, les prix nous semblent extrêmement bas. Ça joue beaucoup. On n'a pas encore parlé de ça, mais le Français qui arrive au Portugal, automatiquement, c'est comme s'il gagnait 25% de plus. Tout à fait. Sa retraite augmente de 25% mécaniquement en moyenne. S'il va dans l'intérieur des terres, ça va augmenter de 40%. Donc, c'est quelque chose qui va... Et souvent, on parle du Portugal comme un... Certains disaient que c'était un paradis fiscal. Nous, on disait que c'était un paradis tout court. Mais c'est aussi, ce sont des petites retraites. Ces petites retraites ont un pouvoir d'achat bien supérieur et automatiquement bénéficient à ces gens-là. Et je pense que c'est le côté positif du Portugal. Par contre, quand on dit que c'est le Portugal, c'est la France d'il y a 40 ans, mais par contre, c'est un pays très moderne. Et c'est ce qui surprend le plus les Français. Le Web Summit est organisé à Lisbonne depuis 2 ans. Ça sera la 3e année. C'est pas pour rien. Tout est moderne. Tout est Internet. En fait, le système bancaire est une merveille. C'est vraiment une non, mais c'est vrai que le Portugal est très moderne, en fait. L'esprit d'il y a 40-50 ans, c'est que les gens se parlent, se regardent, vivent ensemble. En fait. C'est le bon côté qu'on a gardé. Exactement. Par contre, on a évolué et les Français ne s'attendent pas du tout à ça. Ils sont surpris Ils sont surpris parce que, moi, quand on parle des banques, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ça. Ils parlent des payages, on passe sans même mettre de l'argent. C'est débité directement sur le compte. Même chose pour les parkings, même chose pour les stations essence, etc. Donc c'est vraiment un pays très très moderne et ça surprend. Avec Via Vert. Tout. Et l'installation de start-up, pourquoi les entreprises s'installent là-bas, les start-up françaises, y compris françaises? Parce qu'ils ont accès effectivement à des ingénieurs, donc à un haut niveau éducatif au Portugal, et ils ont accès à des ingénieurs, évidemment le coût n'est pas le même, donc ça rentabilise une entreprise qui est en début, qui est en construction. Et pour les entreprises qui sont un peu multinationales, il est beaucoup plus plaisant de s'installer au Portugal que dans beaucoup d'autres pays, même de l'Union européenne. Parce que ça attire toutes nos entreprises, on a un groupe dans 11 pays, toutes nos entreprises sauf la France et l'Espagne sont traitées depuis le Portugal. On a trouvé des germanophones, des anglophones, des Italiens, des Espagnols. On n'a pas besoin d'avoir de personnel dans ces pays, on facture entre nous et tout est centralisé au Portugal dans le Nord. Et ils sont très heureux, nous aussi on a beaucoup de staff multinational, ils sont très heureux de venir au Portugal. Le plus gros employeur en 2017 au Portugal a été la BNP, une entreprise française et qui est dans sa stratégie le fait de continuer à s'implanter au Portugal. Et un point important, que ressortent beaucoup de Français, on n'a pas besoin de chauffer ou presque pas en hiver. Et ça, c'est une grosse économie par rapport à la France. C'est vrai. On ne chauffe que la nuit, pour ainsi dire. Moi, je chauffe un petit peu la nuit. Mais il y en a qui ne chauffent jamais. On peut dire un petit mot juste sur l'éducation. C'est vrai qu'il y a des lycées français à Porto, à Lisbonne, mais c'est vrai que Faro manque d'établissements français, même s'il y a d'autres options pour scolariser ses enfants. Tout à fait. Il y a d'autres options. Alors, il y a beaucoup de Français, de Français et même différents étrangers, qui mettent leurs enfants dans des collèges ou des lycées britanniques. Il y a 2 lycées britanniques, un à côté d'Albufeira, un à Vilamora, il me semble, où c'est tout à fait une éducation britannique. C'est-à-dire que c'est le système scolaire anglais, tout est fait en anglais, et les enfants ne peuvent parler que l'anglais dans cet établissement. Sinon, vos petits-enfants font appel à l'Alliance française. Alors aussi voilà, pour à Guimarães, on est dans le nord, le Porto c'était un peu loin, donc ils vont dans une école privée portugaise, où ils ont une éducation portugaise normale, et le samedi, ils suivent des cours à l'Alliance française à Guimarães.
Des cours de français avec des professeurs qui ont une formation de lycée, enfin de l'éducation nationale française. Donc il reste des options. Ouais, il y a des options, bien sûr. Et il y a des projets de création de nouveaux lycées français, notamment dans le Sud. Par exemple, Faro, j'en profite pour saluer Rogerio Bacalhau, qui est le maire de Faro, avec qui on a signé un protocole de coopération, souhaiterait justement faire ce type d'investissement, investir dans la langue française, puisque automatiquement, aujourd'hui, beaucoup de services se mettent au français, alors qu'avant, ils n'étaient qu'en anglais. Aujourd'hui, ils ont du mal à recruter, d'ailleurs, ils ont du mal à recruter dans le tourisme du personnel qui parle le français aujourd'hui. Tout le monde parle anglais. Voilà. Et ils ont des difficultés à trouver. On peut venir en France, parce qu'il paraît qu'il y a du chômage, donc on peut peut-être trouver du travail aux gens, effectivement. Donc les options et les portes sont ouvertes. C'est l'Europe en fonctionnement, tout à fait. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va se quitter et je vais rendre l'antenne et on va se retrouver à 20h pour une émission consacrée aux États-Unis et à Palo Alto avec Sandrine Chaudet. I am 4, I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.